Alors, on va commencer. Je vais lancer mon petit chrono pour qu'on se déborde pas trop. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cette conférence de l'Institut La Boétie, du département d'histoire de l'Institut La Boétie, qui est intitulée « Femmes en lutte dans l'histoire ». C'est à peu près comme ça qu'on l'a prononcé. Plus fort ? Ok. Et donc on va intervenir toutes les trois, on va se présenter et faire cette conférence du département d'histoire. Donc moi je m'appelle Agathe Roby, je suis historienne spécialisée sur la période du Moyen-Âge et de la prostitution particulièrement, et l'histoire des femmes, et je fais partie, comme Fanny et Ludivine, de l'Institut La Boétie. Et donc à ce titre, on a participé notamment à pas mal de notes qui ont été faites sur l'histoire féministe, qu'on vous invite à aller consulter. Elles sont disponibles gratuitement en ligne. Il y a notamment une note qu'on a coécrite toutes les trois avec Isabelle D'Artagnan sur le 8 mars, l'histoire du 8 mars. Donc n'hésitez pas à aller les voir. Et donc moi, je vais un peu parler aujourd'hui de féminisme avant le féminisme, et pour réfléchir un peu à comment on peut évoquer. Alors c'est des pistes, hein, bien sûr, dans une conférence d'une heure et demie, on ne va pas trop creuser, mais comment on peut évoquer les luttes des femmes avant que le féminisme arrive, au 19e siècle, et comment, avant que les femmes finalement se constituent comme un groupe de sujets politiques pour faire progresser leurs droits et leurs libertés, elles ont été actrices, elles ont eu une capacité d'agir de manière générale dans les insurrections, dans les révoltes. On parlera notamment de la Révolution française, mais aussi pour défendre leurs droits. Voilà. Bonjour à tous, toutes. Donc, moi, je suis Fanny Gallo, donc historienne. Et donc pour dire rapidement un peu, là on faisait un petit tour un peu de nos approches et de ce dont on allait parler. Moi je vais revenir un peu sur du coup un livre, hein, qui est sorti cette année, qui s'appelle Mobiliser, une histoire féministe des contestations populaires. Et je voulais du coup évoquer rapidement la généalogie là. Enfin, il y a plein de généalogies en réalité, mais pour dire que voilà. Et pourquoi d'ailleurs aussi on a décidé aussi de faire cette discussion à ce moment-là, parce que en réalité on a une accumulation de luttes, et on le voit très bien dans la dernière période, hein, y compris quelquefois des luttes qui sont victorieuses, hein, et une accumulation de combats, même je pense aux AESH, aux ATSEM, à tous les niveaux, hein, voilà, qu'on connaît et qui s'intensifie encore peut-être depuis la pandémie. Et on a tendance, hein, à considérer que ce sont des phénomènes nouveaux, en fait, que c'est quelque chose de rare finalement que les femmes se mobilisent. Et du coup l'idée là en fait aussi d'aujourd'hui de cette discussion, hein, c'était de finalement rendre compte que non, c'est pas rare, et que si on considère que c'est rare, ce qui devrait nous étonner en fait, c'est pourquoi est-ce qu'on considère que c'est rare. C'est ce qu'on appelle en réalité le déni d'antériorité, hein. Ça a été pensé par une sociologue qui s'appelle Delphine Naudier à propos des écrivaines, c'est-à-dire que voilà, des femmes qui se mobilisent, font grève, prennent la rue, etc. On a tendance à se dire là là, c'est rare, et donc si elles se mobilisent, ça veut dire que c'est vraiment grave parce que ça n'arrive jamais. Du coup, moi, ce sur quoi je voulais aussi insister par rapport à ce moment, hein, c'est pourquoi en fait cet oubli rétrospectif permanent, pourquoi cet oubli dans la mémoire des luttes, hein, y compris dans la transmission qui se fait dans les luttes dans le cadre du mouvement ouvrier, parce que en définitive, ces mobilisations constituent finalement une transgression aux sphères séparées qui ont été mises en place, hein, à l'idée que voilà, les femmes, elles devraient être au foyer, dans le privé, ne pas faire de politique, ne pas sortir, ne pas s'exprimer publiquement, ne pas travailler professionnellement, évidemment. Et donc ça fait partie, hein, d'une des explications en fait de cet étonnement en fait perpétuel, hein, même si peut-être c'est un peu en train de changer là depuis, on va dire, les gilets jaunes, où on s'étonne peut-être un peu moins, mais pendant les gilets jaunes, les femmes gilets jaunes, c'était déjà, ça faisait l'objet de tout un tas de commentaires très étonnés. Là, si les femmes s'y mettent, ça veut dire que c'est tellement grave. Je passe tout de suite la parole à Ludivine.
Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup et merci en particulier à Agathe qui en réalité a largement organisé cette rencontre. Merci de votre présence. Donc, je m'appelle Ludivine Bantini, je suis également historienne. J'ai notamment dirigé un ouvrage collectif qui s'appelle Histoire globale, co-dirigé, Histoire globale des révolutions avec Eugénia Paliraki, Laurent Jean-Pierre, Quentin Deluermoz et Boris Gobi. Et on accorde une importance évidemment tout à fait majeure à la place des femmes dans les soulèvements révolutionnaires. Donc, je suis moi-même historienne des mouvements sociaux, des luttes populaires et de l'histoire des révolutions. Alors, à vrai dire, j'ai un peu hésité sur l'angle d'approche à choisir pour aujourd'hui parce que, évidemment, comme l'ont déjà rappelé Agathe et Fanny, les luttes des femmes et les luttes de défense des droits des femmes et pour l'égalité et l'émancipation sont de longue durée. Donc, j'ai choisi finalement, et ça fera aussi un écho au travail de Fanny, d'évoquer l'écoféminisme. Alors, ne sachant pas d'ailleurs dans quelle mesure vous savez de quoi il s'agit. Donc, je vais poser en quelques axes ici l'enjeu et les raisons pour lesquelles j'ai choisi ce thème. Et justement, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir qu'il y a une espèce de contraste entre le fait que du côté d'un champ de lutte militant, mais aussi théorique, donc à l'articulation de la théorie et de la pratique, c'est comme si déjà l'écoféminisme, c'est-à-dire un féminisme lié à une écologie souvent radicale, qui entremêle une critique fondamentale des rapports sociaux de sexe, mais aussi des rapports sociaux de classe et de race, et des rapports sud-nord, on pourra y revenir. D'un côté, dans le champ militant, parfois on en est déjà à critiquer l'acception même de l'écoféminisme parce qu'il est d'ores et déjà récupéré par certaines tendances du capitalisme qui sait très bien le faire, ça, de se réapproprier les subversions et la théorie critique radicale accompagnée de lutte. Et puis d'un autre côté, finalement, dans un autre champ militant, c'est pas si connu que ça, l'écoféminisme. Donc je vais y revenir. Et puis le but, c'était aussi de discuter ensemble, parce qu'on aura bien sûr, comme il est d'usage, et surtout c'est très important pour nous, le temps de la discussion, sous un angle un peu d'interrogation critique à l'égard de certaines tendances de l'écoféminisme, en particulier avec une question qui est assez majeure, c'est-à-dire est-ce qu'on peut retourner justement ce que vient de décrire Fanny, retourner un certain stigmate, une certaine association qui a longtemps été faite dans les courants misogyne, antiféministe et de longue tradition d'associer les femmes à la nature. Voilà, comme l'a dit Fanny, la place des femmes est au foyer et dans la sphère privée parce que sa place, et donc Fanny va y revenir largement, j'imagine, sur la question, est du côté de la reproduction et pas du travail productif. Donc d'un travail reproductif et donc une association entre femmes et nature dans tout un système de binarité, d'opposition entre raison et affect, entre rationalité et émotion, entre nature et culture, voire nature et civilisation, et puis donc l'opposition entre femmes et hommes. Or, l'écoféminisme, ce sera aussi un des axes, l'écoféminisme entend se réapproprier cette naturalisation, l'association entre les femmes et la nature, mais comme un retournement, j'allais dire d'un gros mot dialectique, d'un retournement contradictoire, retourner cette contradiction et ne pas le voir comme un rabaissement de la femme, mais se dire, voilà, il y a une puissance spécifique de féminine et féministe dans le sens d'une association entre femmes et nature à une époque où la conscience de la prédation et de l'extractivisme est de plus en plus aiguisée. Donc ça sera ça aussi mon axe, c'est de savoir si ce retournement-là, en quelque sorte d'une renaturation qui n'est pas une renaturalisation, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est-à-dire une volonté de dire, voilà, on peut retourner à l'association à la nature, mais sans naturaliser le lien qui est évidemment un lien de construction sociale entre les femmes et la nature. Voilà. Est-ce que c'est une avancée émancipatrice ou est-ce que ça peut être un frein aux luttes radicales ? Alors,
Donc pour commencer, moi je vais vous amener il y a fort longtemps dans ce magnifique moment historique qu'est l'Ancien Régime pour faire une petite rétrospective, comme je vous le disais, de ce qui se passait avant et des oublis qu'il y a eu dans l'histoire par les historiens de ce qu'ont fait les femmes et des luttes des femmes dans l'Ancien Régime. Donc on va aller du Moyen-Âge à la Révolution française en passant par une petite présentation de Christine de Pisan, je ne sais pas si vous la connaissez, je vous en parlais, avec bien évidemment une difficulté supplémentaire, c'est que plus on recule dans le passé, plus il est difficile d'avoir des témoignages, des traces des femmes. Pourquoi ? Parce que déjà on a moins de sources, on a moins de documents, parce que le temps a fait son effet, mais aussi parce que les sources sont rédigées à l'époque uniquement par des hommes misogynes et qui se préoccupent pas trop de mentionner les femmes dans leurs écrits. Mais on a quand même des traces. Et je pense que c'est intéressant de retracer quelles étaient leurs libertés, comment elles ont fluctué dans le passé et un peu battre en brèche certaines idées reçues. La première, c'est que, qui n'est pas partagé à gauche mais à droite, que le patriarcat n'existerait plus et que l'égalité serait réelle aujourd'hui, parce que c'est quand même des choses qu'on entend, ce qui est complètement faux, et que finalement les conquis, les droits des femmes ont fluctué dans le temps et pas forcément de manière uniquement progressive, c'est-à-dire qu'il y a eu des moments dans l'Ancien Régime où les femmes ont bénéficié de plus de droits. Et que donc ces conquis ont été menacés et le sont encore aujourd'hui, et donc le féminisme est à ce titre-là très important pour essayer de conserver ces conquis. Donc avant de parler finalement des luttes de femmes, il faut faire un peu un tableau contextuel de quelle était la place des femmes dans cette société d'Ancien Régime, et penser l'histoire du féminisme, c'est aussi parler de l'histoire de la domination masculine. Et pour la période médiévale, on a quand même pas mal de préjugés sur cette période qui est dépeinte disons très rapidement comme une période assez triste, sombre, où tout le monde mourait de la peste et il y avait la guerre tout le temps, ce qui est complètement caricatural. Et il y a aussi quand même pas mal de préjugés, il me semble, en tout cas moi j'en entends beaucoup, sur le fait que les droits des femmes à ce moment-là étaient inexistants, ce qui est en fait complètement faux. Et je voudrais en parler ici, puisqu'il se trouve que jusqu'au XIIIe siècle, jusqu'au XIVe siècle, alors même si c'était pas la panacée, on est d'accord, la domination masculine est réelle, les femmes sont victimes de violences, ça je le renie pas, mais faut pas tomber dans la caricature inverse, mais finalement elles bénéficient de le droit qu'elles vont perdre petit à petit à la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne. Il y a eu des femmes reines, concrètement et réellement. Il y a eu des femmes qui ont tenu des fiefs, il y a eu des femmes guerrières qui ont mené, alors c'est toujours quand le mari est parti à la guerre, etc., mais qui ont tenu des fiefs. On a des femmes qui ont pris les armes, je pense notamment, je vais en citer quelques-unes parce que donc on oublie toutes ces femmes, donc c'est important de les citer. Mathilde de Canossa qui a commandé une armée pour aller défendre le pape, une femme qui s'appelait Jeanne la Flamme qui au milieu du XIVe siècle a joué un rôle central dans un événement en Bretagne dans le cadre de la guerre de 100 ans, et qui a dirigé une troupe, qui a tenu des sièges et qui est une figure emblématique finalement de la résistance bretonne au Moyen-Âge. On trouve aussi beaucoup de femmes dans les corporations de métiers. Voilà, il y a ce que tu disais, Ludivine, un peu cette image aussi qu'on a avec des femmes qui auraient été éternellement au foyer enfermées. C'est absolument faux. Au Moyen-Âge, on avait des bâtisseuses de cathédrales, on avait donc il y a beaucoup de métiers qui sont des métiers de la domesticité, du textile, mais aussi on a des enlumineresses, pardon, c'est difficile à dire, on a des femmes mairesses, des bailleresses, on retrouve ça dans les statuts de Paris. En fait, on trouve des femmes qui travaillent, des paysannes, des ouvrières ou proto-ouvrières, puisque je ne sais pas si on peut vraiment parler d'industrie au Moyen-Âge, mais en tout cas, voilà, on a des femmes qui sont à l'extérieur, on a des musiciennes et qui occupent la place publique. Et qu'est-ce qui se passe en fait, et à quel moment tout cela se gâte? C'est à la fin du Moyen-Âge, on voit se multiplier et surtout s'amplifier les écrits misogynes qui sont rédigés essentiellement par des clercs, par des ecclésiastiques, donc des hommes d'église,
alors qui existaient avant, mais qui vont se multiplier et qui vont se déployer aussi avec l'arrivée de l'imprimerie. Et donc vous les connaissez, hein, les femmes seraient des tentatrices, des pécheresses par nature, des démons, des créatures de Satan, etc. Et c'est là qu'intervient ce qu'on qualifie du grand renfermement de la Renaissance, où là, effectivement, les femmes vont être assignées au foyer, à la domesticité et au travail reproductif uniquement. Et il y a un livre qui est tristement connu pour cela, c'est je ne sais pas si vous connaissez, c'est le Marteau des sorcières, qui est un livre horriblement misogyne, qui date de 1487 et qui recommande la torture pour déceler la sorcellerie. C'est aussi à ce moment-là que la sorcellerie devient un crime essentiellement et uniquement féminin. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les procès pour sorcellerie concernaient autant les hommes que les femmes, et à partir de l'époque moderne, c'est des procès qui vont devenir des procès qui sont des féminicides de masse en fait, hein, où durant un peu moins d'un siècle, on a entre 35 000 et 60 000 personnes qui sont brûlées parce qu'elles sont femmes et parce qu'elles sont considérées comme sorcières. Donc voilà, on a un contexte qui va se gâter finalement entre le Moyen-Âge et l'époque moderne, et à ce moment-là, on va avoir des voix de femmes, on va avoir des femmes qui vont lutter, et il y en a une dont je voudrais parler, c'est Christine de Pisan, qui est donc une écrivaine qui a été alors beaucoup critiquée, caricaturée. On a pu dire, on dit parfois que c'est une grande féministe, il faut quand même minimiser, il faut quand même pas exagérer et nuancer. On a dit aussi qu'elle était antiféministe, et je voudrais un peu parler d'elle et de son œuvre. On est à une époque où les voix féminines elles sont complètement marginalisées, donc c'est exceptionnel d'avoir une femme écrivaine à cette époque-là. Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle a un ouvrage, son ouvrage le plus connu, c'est la cité des dames. Pardon, je vérifie le temps en même temps parce que j'ai peur de déborder. Et qui est un texte qui va répondre en fait aux accusations misogynes courantes de l'époque en montrant que les femmes elles peuvent être vertueuses et capables de grandes réalisations. Et elle va construire en fait une sorte d'allégorie d'une cité utopique où les femmes sont respectées et protégées, et où elles occupent des rôles et des places importantes. Alors c'est pas le même discours féministe qu'aujourd'hui, notamment Christine de Pisan a dit qu'elle a dû se faire homme pour écrire, donc elle explique que les femmes sont désignées comme des monstres par nature, donc on a effectivement un discours qui peut être ambigu, mais elle va en fait prendre conscience et elle va dire que finalement c'est pas un discours, c'est pas quelque chose qui est naturel, mais c'est finalement la manière dont la société les désigne qui fait qu'elles sont considérées comme ça, et je pense que son discours est quand même assez intéressant là-dessus. Donc elle va s'insurger notamment contre les discours qui parlent d'imbécilité féminine, qui désignent les femmes comme foncièrement mauvaises, etc. Et elle va s'immiscer dans une querelle littéraire, et elle va défendre la position, encourager la solidarité féminine à travers ses écrits, appeler les femmes à se soutenir mutuellement, appeler la sororité, à résister aux injustices. Et elle invite aussi, c'est aussi une question, ça rejoint un peu ce que tu dis sur le déni d'antériorité, je trouve, à parler de la place des femmes, les places qu'ont occupées les femmes dans l'histoire, donc avant le Moyen-Âge, et elle va dans ses ouvrages aussi énormément visibiliser la place des femmes dans l'histoire. Alors on parle bien sûr ici d'une femme noble, mais il y a aussi des femmes issues des classes populaires qui se sont révoltées, qui se sont soulevées. Je vais prendre juste deux exemples, ou je vais en prendre quand même pour aller un peu plus vite. C'est la révolte des Tuchins qui a lieu dans le royaume de France 1363-1384. Alors les Tuchins, c'était des paysans et des paysannes du coup, révoltés dans le sud de la France, dans le Languedoc, en Auvergne, et les femmes ont très très activement participé à cette révolte contre l'oppression fiscale et les abus seigneuriaux, et donc on a des documents, alors on n'a pas de nom, mais on a des documents qui attestent qu'effectivement les femmes étaient très nombreuses dans cette révolte. On a un autre exemple, c'est la révolte des Ciompi à Florence, où des ouvrières du textile vont se révolter contre les guildes dirigeantes pour revendiquer des meilleurs salaires et des conditions de travail. Voilà, donc on a et les femmes jouent un rôle déterminant dans le succès de cette révolte. Alors bien évidemment le moment
pas le plus important, mais le moment dont on aime le plus parler, c'est la place aussi des femmes dans la Révolution française, qui commence à être quand même beaucoup mieux documentée, puisqu'on a beaucoup d'historiennes et d'historiens qui ont réussi, qui maintenant documentent et parlent de la place de ces femmes dans les Révolutions françaises. Je parlerai simplement d'un des épisodes les plus emblématiques, qui est la marche des femmes à Versailles les 5 et 6 octobre 1789, avec des poissonnières, des vendeuses du marché qui vont constituer le cœur de la marche et qui vont marcher donc jusqu'à Versailles pour réclamer du pain et demander des comptes au roi de France. Et donc voilà, ce cortège va se former et va entrer à l'Assemblée. On a 5 ou 6 000 femmes qui vont marcher vers Versailles et qui vont réussir, à ramener le roi et sa famille à Paris, marquant un tournant dans l'histoire de la Révolution française. Et leur rôle sera d'ailleurs à un moment commémoré. Il faudrait qu'on continue d'ailleurs à le commémorer à partir de 1793, lors de la fête de l'unité, de l'indivisibilité de la République française. Alors, ces femmes sont effectivement présentes dans les insurrections, dans les révoltes, dans la Révolution, mais c'est pas pour autant que finalement à ce moment-là, en tout cas difficilement, elles réussissent à obtenir des droits qui les concernent. Et pourtant, elles vont essayer. À ce moment-là, dans la Révolution française, on a notamment des cahiers de doléances de femmes qui se constituent. Notamment, on a On a des corporations, notamment les marchandes de mode, qui vont tenter d'écrire un cahier de doléances qui sera donc rejeté, au même titre que les autres corporations de métier. Des femmes qui vont mettre en place des pétitions. La pétition notamment des femmes du tiers-état au roi, où je vous cite une partie de la pétition. Les femmes ne pourraient-elles pas faire entendre leur voix ? Nous demandons, sire, que votre bonté nous fournisse les moyens de faire valoir les talents dont la nature nous aura pourvus. Nous demandons à être éclairés, à posséder des emplois, non pour usurper l'autorité des hommes, mais pour en être plus estimés. Et donc elles vont chercher à participer à l'espace politique, en demandant aussi à l'autorisation de cercles de femmes, de participation aux sociétés fraternelles, de participation aux séances de l'Assemblée nationale. Mais elles ne vont pas du tout obtenir gain de cause tout de suite, même si quand même dans certaines régions elles ont pu participer à des assemblées. Il y a eu certaines avancées, notamment en Côte d'Or, au sud de l'Île-de-France, etc., où elles ont pu participer au vote. Elles l'ont obtenu parfois. Dans le cadre de la préparation de la Constitution de 1793, le droit de vote des femmes à partir de 21 ans a été prévu pour les assemblées communales. On le retrouve effectivement, on retrouve des femmes dans les archives de certaines listes électorales qui ont été conservées, mais il faudra longtemps. Très longtemps pour que finalement ce droit à participer à la vie politique soit arraché après des années et des années de lutte. Et là, on rentre dans l'histoire du féminisme, et donc je vais laisser la parole à Ludivine. Merci beaucoup. Oui, alors donc finalement, la discussion que vient d'ouvrir Agathe, avec cette contribution, permet de faire le lien avec l'écoféminisme dans la mesure où les penseuses de l'écoféminisme se sont demandé à partir de quel moment les femmes ont été systématiquement des objets de prédation, de conquête. Et il y a d'ailleurs des divergences d'appréciation entre elles. Certains considèrent que c'est dès la fin du néolithique que les femmes ont été rabaissées et dévalorisées et ont servi essentiellement ont été réduites en quelque sorte à leur ventre, là où elles pouvaient auparavant être bien davantage non seulement valorisées, mais particulièrement puissantes dans leur rapport justement à la terre. Et d'autres estiment que c'est dans la période moderne qu'a décrite Agathe, et donc avec aussi l'avènement du capitalisme, que les femmes ont été ainsi rabaissées.
Donc ceci pour faire un peu la transition, même si elle est un peu acrobatique, parce que comme vous l'aurez compris, on a un peu 3 tranches de lutte, mais qui forcément se font écho entre elles. Donc pour rappel, l'écoféminisme, c'est une manière de réinterroger la critique radicale du capital, du capitalisme, sous l'angle de sa dimension patriarcale, sous l'angle aussi de sa dimension d'ailleurs coloniale. Donc on peut ici parler d'un capitalisme colonial, mais en tant qu'il est systématiquement patriarcal. Et donc l'écoféminisme interroge le système de dualité que j'ai commencé à évoquer tout à l'heure, qui est une construction sociale de longue durée qui a longtemps associé les femmes à des objets de conquête à la manière de territoire. Donc l'écoféminisme qui se dessine, je vais revenir un peu plus précisément quant à son histoire, dans les années 1970, notamment quant à la manière de former ce terme d'écoféminisme, il a pour but d'associer la critique du capitalisme du point de vue de son désastre environnemental, de la prédation, de l'extractivisme qui l'accompagne. Et donc, dans les années 70, avec cette conscience de plus en plus aiguisée de la catastrophe en cours, et de mêler ça donc avec un parallélisme avec la manière dont les femmes sont violentées par ce système en tant que système oppressif. Donc le terme, il est lui-même discutable, écoféminisme, parce qu'il est relativement réducteur, dans la mesure où, quand on dit écoféminisme, on a l'impression que c'est simplement une association entre le féminisme et l'écologie, alors qu'en pratique, dans les luttes et aussi dans leur théorisation, ça va bien au-delà. Comme je vous l'ai dit, globalement, l'ensemble des écoféministes ont une dimension anticapitaliste, assez diverses elles-mêmes, et ont la volonté aussi de prendre en considération des formes diverses d'oppression et de discrimination pour les associer dans une perspective que, depuis évidemment quelques années, on appellerait intersectionnelle. Mais l'écoféminisme, y compris avant le mot, a toujours été justement intersectionnel. Le terme lui-même, il est forgé en français, et ça a d'ailleurs une certaine influence internationale par Françoise d'Aubonne, qu'on est en train de vraiment redécouvrir, lire beaucoup, explorer. Et donc là, c'est pas possible de ne pas citer un certain nombre de femmes et d'autrices et d'éditrices auxquelles on doit énormément pour cette redécouverte, et aussi pour les publications, pour les traductions également d'un certain nombre de penseuses et de théoriciennes. Donc il y a quelqu'une qui joue un rôle absolument majeur à cet égard, c'est Isabelle Cambourakis en tant qu'éditrice, et notamment sa collection Sorcières, et donc cette façon qu'elle a de manière très tenace et extrêmement courageuse, y compris quand elle a commencé en 2015 pour cette collection, me semble-t-il, quand c'était pas encore du tout à la mode. Il faut aussi citer, pour ce qui concerne la France, Émilie H, qui a énormément contribué à ce qu'on se familiarise beaucoup avec non seulement la pensée, mais les luttes féministes de l'écoféminisme. Pardon. Je voudrais citer aussi Caroline Goldblum, qui a écrit un ouvrage sur Françoise d'Aubonne, et puis également Jeanne Burgard, qui a fait vraiment une thèse très approfondie de philosophie politique sur l'écoféminisme. Donc, Françoise d'Aubonne, c'est vrai qu'elle a été longtemps marginalisée, et sans doute parce que elle a été vraiment une féministe extrêmement radicale, mais une militante de tous les instants. Notamment, elle a contribué à la fondation du MLF, du Mouvement de libération des femmes. Et elle, justement, elle allait à chaque fois plus loin, elle était à chaque fois plus radicale, au sens où elle allait vraiment à la racine du système contesté, par rapport, y compris aux féministes de son époque. Par exemple, sur les questions d'égalité salariale, elle ne réclamait pas
uniquement cette égalité salariale, mais elle, en fait, elle disait qu'il fallait abolir le salariat. Elle a elle-même contribué à des luttes en se réappropriant des formes de violence politique, donc en retournant cette idée que forcément les femmes étaient du côté de la non-violence, notamment à propos de la lutte contre le nucléaire, au moment où il y avait les travaux pour la centrale de Fessenheim, donc autour de 1974-1975, elle a poser des explosifs au moment de la construction de cette centrale. Donc elle s'est vraiment engagée, si on peut dire vraiment corps et âme, dans cette lutte. N'étant pas elle-même lesbienne, elle a contribué pour autant à la création du phare, du Front homosexuel d'action révolutionnaire. Donc c'est très étonnant qu'elle ait été si longtemps finalement marginalisée avant d'être redécouverte récemment. Donc c'est elle qui a forgé ce concept d'écoféminisme, en particulier dans son ouvrage Le féminisme ou la mort. Mais en réalité, c'est pas d'abord et avant tout de théorie qu'il s'agit de parler quand on évoque l'écoféminisme, mais bel et bien de lutte, parce que en fait, les théoriciennes qu'on va pouvoir évoquer rapidement, elles partent de lutte, y compris quand le terme d'écoféminisme soit n'existe pas, soit n'est pas employé. Certaines vont préférer parler d'un féminisme de la subsistance, certaines vont préférer parler de féminisme environnemental, mais quoi qu'il en soit, on peut considérer que dans les années 70, une des premières grandes étapes de ces pratiques d'écologie radicale, antipatriarcale et anticapitalistes, ça se passe en Inde, dans l'état du Uttarakhand, quand des femmes paysannes ont voulu lutter avec des hommes, dans un premier temps, contre une volonté expropriatrice dans une forêt. Et donc, il y avait une entreprise qui voulait déboiser, accomplir une déforestation massive. La lutte a réussi à exclure cette entreprise prédatrice, mais ensuite, les hommes de la région se sont dit que la déforestation pouvait être utile à l'économie locale. Et là, ce sont des femmes qui ont décidé de dire que ce n'était pas seulement une question d'entreprise extérieure à la région, mais de préservation nécessaire de la nature, de cette forêt qu'il fallait mettre en œuvre. Et c'est là que s'est développé le mouvement relativement bien connu, me semble-t-il, mais pas forcément, après tout, de tout le monde ici, Chipko. Et le mot Chipko en hindi, ça veut dire étreindre, puisque donc on sait que ce mouvement s'est distingué tout particulièrement par le fait que ces femmes ont organisé des chaînes et ont enlacé les arbres pour les protéger de leur corps. Donc on voit aussi d'emblée que dans de ce qu'on a pu nommer l'écoféminisme, la question du corps est absolument majeure. Et le corps est très politique. C'est vraiment un enjeu politique. C'est pas seulement un objet, mais un véritable sujet politique. Et d'ailleurs, certaines féministes qui vont pas forcément se revendiquer de l'écoféminisme vont plutôt parler d'un rapport de corps-territoire, ce qui est vraiment très important. Il y a une deuxième lutte qu'on peut citer dans les années 1970, c'est celle qui se trouve dans le prolongement de la catastrophe nucléaire de 3 Mile Island en Pennsylvanie. Et en fait, en 1979, et là, des femmes, dans les mois qui ont suivi, et en particulier l'année suivante, en novembre 1980, ont décidé de se mobiliser, de former véritablement un groupement féministe qui peut vraiment être considéré comme écoféministe, en organisant un énorme rassemblement devant le Pentagone pour expliquer à quel point les femmes prenaient en charge en tant que telles cette lutte contre un capitalisme toxique, un capitalisme prédateur, un capitalisme violent, violent par sa dimension guerrière. Elle rappelait notamment que les bombes atomiques qui avaient été lancées sur Hiroshima et Nagasaki les 6 et 9 août 1945 s'appelaient pour l'une Fat Man, donc voilà, Fat Man, je crois que c'est pas besoin de traduire, et pour l'autre Little Boy. Voilà, et donc c'était vraiment cette idée de bien démontrer aussi ce que d'aucunes plus tard évoqueront comme l'androcène, donc avec toute une interrogation posée par ces féministes sur quel est le sujet, en fait, non seulement le sujet de la prédation,
Donc le capitalisme, sous quelle forme? Sous une forme notamment patriarcale et toxique, y compris quand il s'agit d'avoir recours à des formes d'ingénierie, de bio-ingénierie, de géo-ingénierie, qui est toujours en dernier ressort une manière de dominer la nature, de la rendre asservie. Et donc ces féministes, en se réunissant notamment devant le Pentagone, avec des couleurs traditionnelles des féministes, notamment le vert, le violet, le blanc, des féministes notamment suffragettes états-uniennes et britanniques des années 1890-1910, elles se sont vraiment posées en sujet révolutionnaire, en disant que, en fait, justement, il ne s'agissait pas uniquement de considérer que c'était anthropos, comme on le dira plus tard avec la notion d'anthropocène, que c'était l'anthropocène qui était responsable de la situation écologique catastrophique. Et le rappel de novembre 1980 est un appel extrêmement puissant et je trouve extrêmement visionnaire quant au désastre en cours. Elle repérait déjà à quel point le désastre environnemental, ce qu'aujourd'hui on peut appeler un biocide, un écocide, une destruction systématique du vivant, elle le formulait déjà donc, en 1980 en disant qu'il y avait une alternative possible. Il y a eu d'autres grandes luttes écoféministes dans cette période-là, dans les années 70-1980. Un autre exemple qu'on peut citer, c'est la lutte assez incroyable par sa ténacité, par sa durée, mais aussi par ses formes extrêmement créatives, extrêmement originales. Donc c'est un exemple britannique quand des femmes ont décidé de s'opposer à une extension d'un camp militaire, un peu comme au Larzac, si vous voulez, en France dans les années 70. Donc ça se passait à Greenham Common. Donc à partir de septembre 1981, à l'origine, elles étaient, je crois, 34 ou 35, quelque chose comme ça. Elles se sont formées en une espèce de camp retranché pour s'opposer à ce camp militaire qui recevait d'ailleurs des missiles de l'OTAN. Donc c'était une manière de lier protection du vivant, féminisme et antimilitarisme. Et en fait, cette lutte, au départ, voilà, une petite poignée, elle s'est transformée en un mouvement qui a duré des années et des années, qui s'est organisé essentiellement en non-mixité, qui n'a cessé de théoriser justement les enjeux de l'écoféminisme au fil même de son déroulement. Et qui a fini avec des milliers de femmes, lorsque les hommes étaient invités d'ailleurs, parce que parfois les hommes étaient présents pour soutenir, mais étaient en fait j'allais dire assignés à des tâches considérées jusqu'alors comme subalternes et strictement féminines, comme le fait d'être une ressource pour alimenter ce qui était finalement une ZAD, une zone à défendre avant la lettre. Donc en fait, l'écoféminisme, s'est retrouvé beaucoup dans les pays d'Amérique latine, énormément aussi en Afrique, par exemple au Kenya, par exemple au Nigeria, où des femmes ont décidé de prendre en charge tout ce qui concerne justement la protection contre la déforestation et se sont formées comme telles, mais en associant leur travail reproductif, dont parlera Fanny, et un travail vraiment productif et directement centré contre le capitalisme prédateur. Alors, il y a plusieurs critiques. Je vais aborder encore 2 points avant de passer la parole à Fanny. Est-ce que ça va ? Dites-moi. Plusieurs critiques qui ont été adressées à l'écoféminisme. D'abord, l'idée que finalement, il y a une espèce de spiritualisme dans l'écoféminisme, avec cette idée que la Terre est une terre-mère, une terre nourricière, qu'il y a un peu des déesses-mères, et qu'on reviendrait du coup à une sorte de spiritualisme un peu dépolitisé. Mais ça, en fait, c'est extrêmement minoritaire dans l'écoféminisme. Ensuite, on a pu aussi critiquer une dimension d'éventuelle appropriation coloniale de lutte qui concerne essentiellement le Sud global. Parce que, comme je le disais à l'instant, en fait, beaucoup de ces luttes sont des luttes qui concernent l'Amérique latine, qui concernent l'Afrique, qui concernent l'Asie. Et donc, avec parfois une espèce de fétichisme, parfois même de romantisation éventuellement à l'égard de femmes paysannes, indigènes, autochtones, qu'il s'agirait d'ériger
en modèle et peut-être du coup en se les réappropriant par trop dans une logique, encore une fois, quasiment post-coloniale en fait. Mais cette critique, bon, on pourra en discuter, elle me semble quand même pas forcément très solide. Une autre critique que je commençais à aborder dans l'introduction tout à l'heure, c'est celle de l'essentialisme. Est-ce qu'on ne reconduit pas une forme d'essentialisation, voire de naturalisation, en disant que les femmes, ben oui, elles ont un rôle, en tant qu'elles ont eu et qu'elles continuent d'avoir un rôle nourricier, un rôle donc proche de celui de la nature. Est-ce qu'on ne contribue pas à essentialiser, alors que toutes les luttes féministes depuis les années 1970, entre autres, mais on peut remonter plus en amont, toutes ces luttes féministes ont eu pour... un de leurs objectifs a été de rompre avec cette naturalisation. Mais en fait, comme j'essaie de l'expliquer tout à l'heure, je voudrais le ressouligner un peu davantage, c'est pas une renaturalisation au sens où on dirait que voilà, les femmes sont par essence du côté de la nature. Mais c'est essayer de retourner ce stigmate et de briser la dichotomie, bien sûr, entre culture et nature, entre civilisation et nature, et donc de voir, en fait, une alternative réelle à un système productiviste, extractiviste, etc., où les femmes ont un rôle tout particulier à jouer. Et la dernière chose que je voudrais dire, pour donner un exemple très contemporain, il me semble que celui qu'on peut citer, il y en aurait bien d'autres, hein, et Fanny le connaît bien pour avoir notamment dirigé un ouvrage où elle a publié Fatima Wassak. C'est Fatima Wassak que je voudrais citer, et tout le groupe qui est parti de Bagnolet. Hein. Donc c'est une manière de s'ancrer vraiment dans le territoire. L'idée de la puissance des mers, l'idée d'une écologie pirate, l'idée vraiment de mêler différentes formes de lutte. Hein. Ce que dit Fatima Wassak très clairement, c'est qu'une écologie féministe et radicale ne peut pas, alors est-ce que je vais y arriver avec les négations, ne peut pas ne pas être anticapitaliste, enfin doit nécessairement être anticapitaliste, je pense que je vais mieux en sortir comme ça, mais c'est voilà, à la fois lutter contre toutes les formes de violence qui s'exercent sur les territoires des quartiers populaires, notamment les violences policières. Donc laissez-nous circuler et laissez-nous respirer. Donc avec des luttes communes qui ont été menées entre le Front des mères et Alternatiba. Ça me semble vraiment un exemple très concret, vraiment très contemporain, qui vise à actualiser et à rendre très, très vivant à la fois la théorie et la pratique écoféministe. La dernière question à soulever, voilà, mais dont on pourra discuter, c'est est-ce que l'écoféminisme pose véritablement la question du pouvoir? Est-ce qu'elle pose une alternative en termes de pouvoir? Pas forcément quand on voit Françoise d'Aubonne qui parlait vraiment de société sans pouvoir. Donc la question qui est soulevée ici, c'est peut-être une forme de contournement, y compris des formes révolutionnaires au sens d'un événement, un moment où voilà de formes radicales de prise de pouvoir. Donc ça, c'est une question que je laisse plutôt à la discussion. Du coup, je vais continuer et puis je vais aussi d'ailleurs faire des petits retours en arrière historique par rapport à la période des années 70 évoquée par Ludivine, puisque je pense que je parlerai aussi de l'après 45. Simplement pour expliquer du coup voilà, quel était un peu le projet de ce livre et d'où il vient, parce que je pense que c'est important de le préciser pour comprendre du coup ce à quoi il s'attelle et qu'est-ce que j'ambitionne en fait de mettre en avant, et d'ailleurs aussi peut-être, et ce dont on pourra discuter tout à l'heure, les perspectives stratégiques que ça peut ouvrir. Alors, je l'évoquais rapidement, mais effectivement, la question des femmes gilets jaunes et de leur implication au moment du mouvement des gilets jaunes, c'est le premier élément en fait qui m'a conduite à me dire il faut vraiment revenir sur cette histoire de la participation des femmes dans les luttes, dans l'histoire et finalement dans toute forme de lutte sur toutes sortes de questions. Donc, j'avais au départ le projet de faire un livre de synthèse très ample, et puis finalement, il s'est passé d'autres choses dans la période, et moi-même j'ai
été impliquée dans d'autres questions. Donc il y a eu cette question, ce moment de la pandémie où ont été remises à l'ordre du jour les priorités, le travail essentiel, où il a été discuté justement l'idée d'inverser les priorités, de qui sont les premières de cordée, etc. De repenser aussi, de sortir d'une logique productiviste. Donc ça, c'est un élément aussi qui a beaucoup compté pour moi et pour ma réflexion justement autour du travail reproductif, d'autant que j'étais impliquée dans cette, et je suis toujours impliquée dans cette dynamique de construction de la grève féministe, qui d'ailleurs a pris peut-être, on pourrait en rediscuter, qui a pris beaucoup d'ampleur dans pas mal de pays et beaucoup moins en France pour toutes sortes de raisons, mais dont finalement la légitimité a été peut-être encore rendue plus importante du fait de ce Covid, du fait de cette pandémie, de ce travail essentiel et de tout ce qu'on a constaté à ce moment-là, y compris l'enjeu de revaloriser les métiers à prédominance féminine. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait eu une énorme pétition qui avait été signée par plusieurs dizaines de milliers de personnes autour de cette question. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui m'ont conduite à élaborer ce livre et notamment d'avoir recours à ce terme de travail reproductif que j'emprunte à des théorisations féministes et marxistes par ailleurs. Alors je vais peut-être pas rentrer dans les détails là-dessus, si vous le souhaitez on pourra le faire dans la discussion, mais ce qui fait que j'en suis arrivée à proposer une histoire féministe. Alors peut-être que ici ça semble à peu près évident à tout le monde, mais sachez qu'en France, faire une histoire féministe, c'est pas du tout évident. Donc ça se fait dans plein d'autres pays, dans le monde anglophone, il y a même des revues d'histoire féministe, etc. Mais alors en France, la plupart des collègues, pour des raisons historiques sur lesquelles on pourra revenir, etc., défendent le fait de faire une histoire des femmes et du genre, puisque défendre une histoire féministe, c'était une manière d'être accusé de militantisme à l'université dans les années 80. Et moi, il m'a semblé que justement, dans cette période que nous étions en train de vivre là, c'était important de l'assumer. Alors l'assumer pourquoi ? L'assumer parce que de fait, nous sommes toutes situées et nous portons toutes un regard sur l'histoire. Et alors, ce qui a tendance à prédominer dans la discipline en France, c'est que pour être objectif, il ne faut pas vraiment dire d'où on parle, sinon on n'est pas neutre. Et du coup, moi, j'ai pris le pari dès le départ de dire, de fait, je ne suis pas neutre, mais comme en fait n'importe qui, personne n'est neutre. Mais bien sûr, je me dote des outils des historiens et des historiennes, c'est-à-dire je travaille sur des sources, je confronte les sources, je mets en relation avec le contexte, etc. Mais je rends compte de ce regard que je mets en œuvre avec comme ambition, une ambition que donne une historienne états-unienne que je cite aussi pour comme petit chapeau, qui est de déstabiliser le présent. C'est John Scott qui explique ça dans un article, le lourd passé du féminisme, où elle explique justement qu'est-ce qu'elle entendait par l'histoire qu'elle mettait en œuvre dans les années 80, où il ne s'agissait pas seulement de rendre visibles les femmes, mais aussi de déstabiliser le présent. Et donc moi, je fais une histoire féministe, je ne fais pas l'histoire féministe, parce que de fait, j'ai un regard. Et ce regard, il est situé pour toutes sortes de raisons. Et il est aussi situé parce que j'ai décidé de me centrer justement sur cette idée de travail reproductif qui du coup qui émane finalement des conceptualisations militantes et féministes aujourd'hui. Alors le travail reproductif, c'est quoi ? Le travail reproductif, c'est tout le travail qui concourt à la production et à la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire tout le travail qui permet de retourner travailler le lendemain et aussi de se reproduire de génération en génération. L'avantage donc c'est évidemment tout un champ qui a été sorti du travail par les économistes. Enfin bon, on va pas forcément rentrer dans les détails maintenant, mais qui de fait a été reconceptualisé de cette manière-là, justement dans la dynamique féministe des années 70. Et puis en réalité d'ailleurs, ça commençait un peu avant, puisque je le découvre là dans toutes sortes d'archives qu'on parlait de travail de la mère, travail social de la mère, dans des périodes aussi antérieures. Mais voilà, ça a été vraiment reconceptualisé autour de l'idée de travail domestique à ce moment-là, mais notez que moi je dis travail reproductif. L'avantage de l'envisager de cette manière-là, c'est que ça permet de penser ensemble le travail domestique, c'est-à-dire le travail gratuit que nous effectuons à l'intérieur de la maison domestique, et en même temps le travail professionnel que nous effectuons du coup dans toutes sortes de sphères d'activité, qui est déqualifié du fait de l'assignation
aux domestiques, c'est-à-dire tous les métiers de l'éducation, du social, tous les métiers de service à la personne, tous les métiers, un bon paquet de métiers en réalité, qui en fait se rapportent à ce travail reproductif qui permet, tous ces métiers qui par exemple s'occupent fondamentalement d'autres personnes, donc soit des petits-enfants, soit des jeunes enfants, soit des personnes âgées, soit des malades, soit en fait d'autres personnes. Donc cette idée de mettre ensemble et de penser ensemble, et donc de plus envisager ce travail-là en fonction de son espace, mais en fonction de son objectif, de à quoi il sert ce travail. Et donc il sert à produire et reproduire la force de travail du jour au lendemain et de façon intergénérationnelle. Donc voilà, moi j'ai repris cette idée-là qui est présente aujourd'hui dans la contestation féministe et aussi d'ailleurs dans toutes les traductions qui peuvent y avoir. Moi je suis très inspirée aussi de tous les textes, par exemple de Silvia Federici, Maria Rosa della Costa, ou Leopoldina Fortunati, qui mettaient en avant dans les années 70 l'idée de travail, d'un salaire pour le travail ménager. Qui d'ailleurs ont conduit à tout un tas d'élaborations académiques dans cette période-là, dans le monde anglophone, pas tant dans le monde francophone, même si des sociologues s'organisaient dans des ateliers, production, reproduction, et qu'il y avait déjà en fait quand même tout un tas de débats dans les années 80 sur le sujet. Donc en gros, l'idée, l'objet finalement de mon projet, c'était d'envisager en fait les luttes des femmes depuis le travail reproductif, qu'il soit effectué de façon non rémunérée à la maison, donc par exemple en tant que mère, pour rebondir sur ce que disait Ludivine, ou qu'il soit aussi effectué dans la sphère professionnelle contre la déqualification, contre les bas salaires. On parlait déjà dans les années 70 de déqualification, c'est écrit tel quel dans la presse syndicale, et ou de bas salaires. Il y avait tout un tas de mobilisations de femmes, de luttes de femmes pendant cette période-là contre justement les bas salaires, et qui faisait aussi le lien entre ce travail domestique et ces bas salaires qu'il s'agissait de revaloriser, et que de fait on naturalisait parce qu'on considérait que ça ne se rapportait pas à une qualification, c'était naturel de s'occuper des autres, des petits-enfants, des personnes âgées, etc. Et que donc ça ne conduisait pas finalement à une rémunération qui se rapporte à la qualification qui est mise en œuvre. Alors, du coup, l'enjeu, quel a été mon enjeu finalement dans mon travail, c'était de penser finalement comment en fait les mouvements sociaux depuis 1945 jusqu'à aujourd'hui, alors pas tous les mouvements sociaux évidemment, donc je vais m'appesantir sur 2-3 exemples, et puis après j'en évoque aussi d'autres dans le livre, mais comment ils ont contribué à redéfinir finalement la partition de ce travail reproductif dans sa dimension rémunérée et non rémunérée, sous l'influence des féminismes. C'est-à-dire que les conceptualisations en termes de travail domestique, etc., l'organisation féministe, la mobilisation, le redéploiement de la contestation féministe des années 70, comment ça a eu aussi un effet justement dans le fait de réenvisager cette partition du travail reproductif dans sa dimension rémunérée et non rémunérée. Donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que j'envisage à la fois toutes les mobilisations pour des allocations, par exemple, toutes les mobilisations pour l'ouverture de services publics, de crèches, de garderies, qui peuvent avoir lieu, par exemple, dans des cités qui se développent, et en même temps, tout un tas de mobilisations pour la reconnaissance de la qualification. Par exemple, je me suis retrouvée par hasard, et je travaille donc aussi pas mal avec Maud Simonet, qui bosse, qui, comme vous le savez peut-être, sans doute ou pas, je sais pas, mais s'interroge beaucoup sur le travail gratuit. Eh bien, j'ai trouvé des banderoles au milieu des années 70 portées par les élèves infirmières, où il était écrit texto non au travail gratuit. Entre 74 et 76, on a eu tout un tas de contestations d'élèves infirmières qui, évidemment, dans le cadre de leur formation, devaient payer une inscription et en plus réaliser du travail gratuit dans les hôpitaux, alors même que justement, un phénomène qu'on connaît très très bien aujourd'hui, mais alors même qu'elle réalisait le travail d'une infirmière au quotidien à l'hôpital pendant toute cette période-là. Donc déjà une réflexion finalement contre cette idée de déqualification, donc contre le travail gratuit, et en même temps qui s'assortit aussi de revendications contre le fait d'être infantilisé, le fait tous ces phénomènes-là qui accompagnent aussi l'idée de la déqualification,
dans le monde du travail aujourd'hui, hein, c'est-à-dire voilà, tout l'aspect coercitif aussi qui est présent et donc la répression qu'elle dénonçait dans cette lutte-là. Donc voilà, je reviens sur toutes sortes d'exemples, mais je voulais m'arrêter là sur peut-être un peu des découvertes, et puis après, du coup, je terminerai sur la question stratégique que ça ouvre, parce que je me disais que c'était finalement intéressant. Alors, ouais, alors du coup, je me suis retrouvée à travailler, par exemple, donc j'ai voulu en fait faire un focus sur la question des paysannes, et notamment sur la question des paysannes organisées par la JACF, donc la Jeunesse agricole catholique féminine. Donc le catholicisme social, hein, qui était donc il y avait toutes sortes d'organisations dans l'action catholique spécialisée qui avaient décidé de reconquérir les masses, etc. Donc qui s'est lancée dans l'entre-deux-guerres. Et puis il y avait la jeunesse ouvrière chrétienne, la jeunesse étudiante chrétienne, etc. Mais il y avait la jeunesse agricole catholique. Et son pendant féminin, c'était des organisations non mixtes, pas non mixtes de la même manière que celle qu'on l'entend quand on parle, nous, de mixité choisie ou de non-mixité. C'était pour des raisons morales et catholiques aussi, de ne pas organiser, je ne vais pas non plus m'apesantir, mais les femmes et les hommes ensemble. En tout cas, c'était, après 1945, un véritable mouvement de masse. Et c'est un mouvement qu'on a un petit peu oublié, en fait. Il y a eu des recherches, et il y a tout. Je peux vous donner des références pour celles et ceux que ça intéresse par la suite. Mais en tout cas, pas sous l'angle de, justement, le rôle des femmes et le rôle des paysannes là-dedans. C'est un mouvement de masse. Pourquoi ? Parce que, par exemple, en 1950, la JAC réunit 50 000 personnes au Parc des Princes. 50 000 jeunes. Franchement, moi, je sais que de mon existence militante, je ne crois pas avoir vraiment connu ça, en tout cas en France. Enfin, à d'autres endroits, dans le cadre du mouvement altermondialiste, oui, peut-être. Mais en tout cas, c'était vraiment quelque chose de très important. Et ces femmes de la JACF, en fait, elles étaient appelées, et c'est ça qui est intéressant, à jouer un rôle dans la modernisation agricole en cours. Et donc, par exemple, on les incitait à faire en sorte que leur... donc à ce moment-là, oui, je précise, elles n'étaient pas reconnues comme étant agricultrices. Donc ça n'existait pas, les agricultrices, à ce moment-là. Mais on les incitait à jouer un rôle dans le fait que leurs maris exploitants investissent dans des machines et ne thésaurisent pas son argent. On leur expliquait qu'il fallait à la fois moderniser leur espace domestique avec de l'électroménager, et en même temps que voilà, elles avaient un rôle à jouer dans cette modernisation. Même si cette modernisation des campagnes par la JSF, c'était pas un objectif, c'était conçu comme un moyen finalement de libération aussi de la femme, et c'est dit de cette façon-là, puisqu'il y a aussi une aspiration très forte finalement à une égalité dans l'exploitation, mais fondée sur la nature, sur la complémentarité des sexes, et avec tout un ordre moral derrière catholique qui est présent, mais qui est en tension, et c'est ça qui est intéressant. C'est par exemple toute cette pédagogie que peut-être certaines connaissent, du voir, juger, agir, c'est-à-dire qu'on se réunit le dimanche. Alors la JACF, quand même, il faut le préciser, réunit des ouvrières agricoles, des servantes de ferme, donc des femmes très populaires, et en même temps des filles d'exploitants et de plus ou moins gros exploitants. Ce qui veut dire que voilà, il y a dans le même groupe finalement des divergences de classe qui sont présentes, mais il y a l'idée de voilà, discuter ensemble de ce qu'on voit, de ce qu'on observe autour de nous, l'enquête, et du coup de se positionner par rapport à ça, et du coup d'agir par rapport à ça, ce qui va en fait former toute une génération de militantes donc dans le syndicalisme agricole, qu'on retrouvera après dans les années 70 à différents moments. Par exemple en 72 il y a la guerre du lait en fait, qui est très où les femmes sont dans l'Ouest, où les femmes sont particulièrement motrices, et puis dans le combat aussi pour la reconnaissance du métier d'agricultrice, pour l'obtention d'un congé de maternité, pour le statut de conjointe collaboratrice, etc. Et qu'on retrouve après dans le syndicalisme agricole, et aussi du coup par exemple à la Confédération paysanne et dans d'autres organisations. Alors il y a aussi des femmes de la JSF qu'on retrouve à la FNSEA, mais simplement pour dire que ça a formé une génération, y compris qui était très impliquée dans la dynamique d'ailleurs aussi de mai-juin 68, et du lien qui s'est mis en place dans certains endroits, et par exemple à Nantes, entre les ouvriers, les paysans et les étudiantes. Donc voilà, ça c'est un exemple que j'essaye de déplier un peu pour montrer un peu ce rôle absolument fondamental et ce travail qui leur est demandé, parce que c'est véritablement un travail qui leur est demandé d'effectuer dans le cadre de ces exploitations. Le deuxième point,
je peux faire le deuxième point, une conclusion. Le deuxième point que j'ai vraiment découvert et qui fait que maintenant, d'ailleurs, je ne parle plus tout à fait de la même manière, c'est qu'avant, je parlais du syndicalisme comme ça. Maintenant, je parle du syndicalisme professionnel et du syndicalisme résidentiel et familial. C'est qu'en réalité, il y a tout un mouvement, là encore, issu du catholicisme social, du mouvement des familles, qui a été en fait très important, là encore, dans le post-45, et qui organisait, en l'occurrence, principalement des femmes, qui est donc je ne vais pas rentrer forcément dans les détails de ces organisations parce qu'elles ont pas mal scissionné, elles ont fait plein de groupes et tout, mais pour dire qu'on en arrive à la Confédération syndicale des familles et à la Confédération syndicale du cadre de vie, et là ça fera aussi le lien avec ce que disait Ludivine. Ce syndicalisme résidentiel et familial, il a comme objectif globalement d'être au quartier ce que le syndicalisme professionnel est à l'usine, c'est-à-dire d'organiser les gens dans les quartiers. Alors autour de ce qui se rapporte à l'école, autour de par exemple ce qui se rapporte à l'urbanisme, la construction d'autoroutes, autour de par exemple tout ce qui se rapporte au pouvoir d'achat, à tout un tas toutes sortes d'augmentation, de travail autour des prix. Et moi, un élément qui m'a vraiment intéressée et que je trouve assez chouette à présenter, c'est que en réalité, donc après 45, il y a eu aussi un groupe de recherche qui a un peu travaillé sur ces mouvements familiaux et qui met ces idées-là en avant. C'est que les femmes, en fait, dans le cadre du syndicalisme résidentiel et familial, en fait, s'organisent au foyer, dans les quartiers populaires qui sont en train d'exploser, se réunissent chez elles et prennent des cafés. Et en fait, il y a une organisation nationale qui est mise en place de partage des machines à laver, en fait. Donc, à l'époque, voilà, les machines à laver sont en train d'émerger. Ce qui fait que, par exemple, une des militantes dit la libération, ça passe aussi par la machine à laver. Et alors, du coup, c'est vraiment ça, parce qu'il y a une politisation qui s'opère avec la machine à laver. Donc, on est dans un immeuble d'une cité émergente. On veut s'acheter une machine à laver, on n'a pas les moyens, mais grâce au syndicalisme résidentiel et familial, enfin à l'organisation à laquelle on appartient, en fait, on en achète une et on la partage collectivement d'un appartement à l'autre. Et organiser ce partage des machines à laver, définir qui l'a, quand, etc., machin, tout ça, de fil en aiguille, ça fait que ces militantes, elles vont aller revendiquer des choses à la municipalité, elles vont être présentes à l'occasion du 8 mars, elles vont demander des garderies, par exemple, aussi dans leurs immeubles. Alors, il n'y a pas que le syndicalisme résidentiel et familial qui a travaillé autour des machines à laver, il y a aussi l'Union des femmes françaises, qui était une organisation affiliée au Parti communiste, qui a eu cette même dynamique-là. Mais voilà, donc ça a été... par exemple, à un moment de mobilisation vraiment par le bas et de politisation par le bas autour de ce partage de machines à laver, où il est bien explicité que du coup on est responsable et que du coup on doit s'organiser, etc., et que du coup on met en place un cadre collectif en définitive. Et ces organisations, elles perdurent après dans les années 70 et elles prennent une dimension aussi écologique très importante, puisqu'elles posent aussi d'ailleurs la question du nucléaire, la question au-delà de ça de l'urbanisme et des choix aussi qui peuvent être faits. C'est vraiment autour de l'habitat, autour du quartier, autour de là où on est. Donc en tant que mère, donc certaines elles ont 7 enfants, je dis ça parce que j'ai un exemple en tête, mais donc qui du coup travaillent au foyer et qui s'organisent dans ces cadres-là. Alors après, ces cadres s'institutionnalisent et deviennent autre chose, mais en tout cas pendant toute cette période-là, c'est aussi des instruments de mobilisation. Alors simplement pour conclure et sur la portée aussi stratégique de cette idée de travail reproductif, donc c'est quoi aussi l'intérêt de penser ça ensemble, de penser la lutte contre la déqualification dans la sphère professionnelle et la question de la sphère domestique dans le même temps, c'est qu'aujourd'hui, en fait, c'est ce qui est porté principalement par la grève féministe. Si on pense tout ça ensemble, on a un secteur d'activité absolument phénoménal. Globalement, ça concerne à peu près tout le monde. C'est-à-dire que, en réalité, penser ce secteur-là, penser ces différents petits bouts-là, le travail domestique non rémunéré, le travail reproductif dans le cadre des services publics, le travail reproductif dans le service public marchandisé, mettons l'hôpital, et le travail reproductif dans la sphère privée, enfin dans le secteur privé par exemple, et bien penser ensemble l'ensemble de ces secteurs-là et essayer d'envisager une stratégie globale par rapport à ces secteurs-là, ça peut mettre en fait quand même pas mal de personnes en mouvement et toucher vraiment cette question aussi du coup du travail gratuit, de la déqualification et du coup évidemment
ça pose en définitive aussi la question de qu'est-ce qui est productif, qu'est-ce qui est reproductif, et aussi du productivisme. Et du coup, ça pose aussi la question de la société dans laquelle on est et la société dans laquelle on voudrait aller. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Donc ça se fait un peu au niveau syndical. Il y a des organes, il y a la CGT par exemple qui met ensemble par exemple des ATSEM, des AESH, des gens du secteur privé, mais qui parle pas forcément énormément du travail non rémunéré effectué dans la famille, mais il y a, je sais, la CFDT met en avant les essentiels chaque mois de mars, donc il y a un peu quelque chose qui est en train de bouger sous la pression justement de la contestation féministe, mais je pense que c'est aussi quelque chose que nous on pourrait continuer de creuser et de réfléchir sur les potentiels stratégiques que ça peut ouvrir. Alors on va passer aux questions, mais il faut que le micro marche. Alors, je voulais apporter plutôt un témoignage par rapport à deux grandes luttes qui se sont produites dans le Nord en fait cette année. La première lutte, ça a été la lutte des Verts Baudets, donc en main-d'œuvre technique qui fait de l'emballage. C'était pendant la lutte contre la réforme des retraites. L'union locale décide de les distribuer dans le cadre de la réforme des retraites. Elle tombe sur l'équipe de 4h du matin qui ne franchit jamais le piquet de grève. Et ça a été parti pour 6 mois de grève. 6 mois où il y a eu un succès. C'était la première grève dans cet entrepôt. Et voilà, elles ont tenu jusqu'au bout. 80% étaient en grève au début, 80% étaient en grève à la fin. Elles ont obtenu des augmentations de salaire conséquentes. Et aujourd'hui, pour le rapport social à l'intérieur de l'entreprise, le rapport de force s'est changé. Et le patron hésite à 2 fois maintenant avant de négocier des NAO au rabais. La seconde lutte que je voudrais évoquer n'est pas une lutte complètement féministe, de femmes, c'est la lutte des Emmaüs. Là, ce qui est plus intéressant, c'est le rôle formateur des grèves pour des femmes. Il y avait 3 porte-paroles sur ces grèves, et sur ces 3 porte-paroles, 2 étaient des femmes qui ont progressé. Alors, on a eu des réflexions, mais voilà, elles ne savent pas faire, elles sont incapables. Elles ont tenu leur rôle du début jusqu'à la fin. Elles sont devenues de véritables militantes du droit social aujourd'hui. Et là, c'est pareil, c'est une grève qui a tenu 1 an, 100% en grève au début, 100% en grève à la fin. Donc, tout le monde a gagné cette lutte. Mais pour les femmes, en termes d'émancipation, il y a eu un gain supplémentaire. Ça ne se passera plus jamais pour elles de la même manière à l'intérieur de leur foyer ou à l'intérieur de la société. Elles savent qu'elles ont des droits, elles savent pour lesquels se défendre. Voilà. Désolée, c'est juste des témoignages, mais je pense que sur l'histoire des luttes des femmes, c'est des exemples contemporains assez importants. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai rencontré tout à l'heure au Salon du Livre Agathe et on a discuté. J'écris des bouquins sur la Révolution française et je voudrais vous faire part d'une découverte que j'ai faite. J'étais pas du tout féministe, je pense pas que je le sois encore, mais j'ai découvert quelque chose. C'est que la marche des femmes dont elle a parlé, la marche des femmes, c'est en fait l'événement majeur de notre révolution. Et je vais essayer de vous dire pourquoi en quelques mots. Premièrement, elles ont ramené le roi, l'Assemblée, la Cour, tout le monde, tous les organes de pouvoir de Versailles à Paris, sous la surveillance du peuple de Paris, qui est très turbulent, comme on le sait, surtout à cette époque. L'événement central, c'est pas la prise de la Bastille, politiquement. D'abord, c'est un événement très sanglant. Le fait qu'on ramène le roi et toute la famille à Paris, c'est pas sanglant. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu quelques excités qui étaient des gens qui travaillaient en fait en sous-main pour le duc d'Orléans. Ça les arrangeait bien si le roi mourait. Il y aurait la régence. Ça, c'est autre chose. C'est ce que j'ai découvert. Et elles ont ramené le roi à Paris. Mais du fait qu'il est à Paris, que tout est à Paris,
La vraie révolution, c'est le 10 août. Je pense que vous le savez. Hein, c'est le 10 août. Si elle n'avait pas été à Paris, ça ne serait pas passé comme ça. C'est la première chose. Deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que la fameuse déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le roi ne l'a toujours pas ratifiée quand elles sont venues. Une semaine après, il la ratifie. Est-ce qu'il y a une corrélation entre les deux événements? Moi, je pense. Deuxième chose, le grand problème, c'était la dette. Le grand problème, c'était la dette, comme maintenant. Un mois après, le problème de la dette est réglé parce qu'ils décident au niveau de l'Assemblée de nationaliser tous les biens du clergé d'un traité de plume. Bon, je ne m'appesantis pas, mais elles ont débloqué la situation. Alors simplement, je voulais vous dire, moi j'ai découvert ça et je me dis pourquoi cet événement majeur a été autant invisibilisé. Bon, maintenant on commence à le voir un peu, mais il a été longtemps invisibilisé. Il y a ensuite des gens qui ont été invisibilisés, c'est ce qu'on appelait les tricoteuses de Robespierre, qui ont eu un rôle très important dans la Révolution. Je ne sais pas, Sam, si beaucoup de personnes savent ce que c'est que les tricoteuses de Robespierre. Voilà. Je pense que dans la Révolution française, les femmes ont eu un rôle très important. Voilà ce que je voulais vous dire. Et si elles sont invisibilisées, si ces luttes-là sont invisibilisées, c'est peut-être pas tout à fait un hasard. Voilà mon opinion. Je vais aller au fond. Merci pour vos interventions. C'est très intéressant de connaître comment les femmes s'émancipent par rapport à leurs propres problématiques. Mais je regrette une petite chose, c'est que vous n'ayez pas parlé de toutes à chaque fois qu'il y a eu des mouvements, quel que soit le mouvement, et aujourd'hui on voit aussi, par exemple, pour la Palestine, mais on a vu dans tous les mouvements, la révolution, on a vu, les femmes sont toujours là, avec les hommes. C'est-à-dire que la mobilisation, elle n'est pas seulement qu'avec les femmes. La femme fait partie de la société. Donc, à partir du moment où il y a une mobilisation, la femme, elle y est. Et souvent, elle est devant. Parce que souvent, les femmes, c'est elles qui souffrent de ne pas pouvoir donner à manger à leurs enfants et des choses comme ça. Donc, moi, je voudrais quand même... Enfin, ce que je regrette, c'est que vous n'ayez pas aussi parlé des femmes dans tous les mouvements sociaux. Et voilà, ce que je voulais dire, par exemple, c'est dans la Palestine, tous les mouvements, enfin toutes les manifestations que j'ai faites pour la Palestine, c'est massivement des femmes. Donc voilà. C'est dommage que ce soit que les mouvements féministes. Je prends d'autres questions. Merci. Je voulais juste compléter pour ce que vous avez cité à plusieurs reprises toute la production des femmes de la recherche anglo-saxonne. Je voulais citer aussi les latino-américaines et les espagnoles qui sont très très à la pointe de ces recherches. Et juste dire que hier est décédée une écoféministe d'Uruguay qui a beaucoup travaillé au Venezuela, qui s'appelle Gladys Parantelli, et qui a été une écoféministe de la théologie de la libération. Donc c'est une personne qui a été importante dans la lutte et qui a été, je crois, envoyée par la papauté pour développer les postulats sociaux de justice sociale de Vatican II. Alors, moi, je vais répondre sur le regret de ne pas avoir parlé de la place des femmes dans les luttes. Alors, peut-être que je me suis un peu mal fait comprendre peut-être au début, mais justement, en fait, moi, les exemples que j'ai pris dans l'Ancien Régime, ce sont des révoltes et des insurrections générales dans lesquelles les femmes ont eu une place importante qui a été
énormément, et c'est ce que tu disais, énormément invisibilisé dans l'histoire ancienne, et qui aujourd'hui, grâce à la recherche et aux historiennes féministes et à l'histoire féministe, on redonne de la place. Et donc la révolte des Tuchins, des paysans, c'est une révolte générale, ce n'est pas une révolte de femmes. La révolte de Florence des Ciompi, des ouvrières et des ouvriers du textile, c'est pareil, mais les femmes ont joué des rôles importants, et Fanny, il me semble, l'a dit aussi, l'objectif c'était aussi de parler de ça, mais bon, c'est comme on vous l'a dit en introduction, il y a aussi 1 heure de conférence, et il est très difficile de faire une histoire globale de la place des femmes dans toutes les luttes dans l'histoire, et donc on a fait aussi des choix dans les exemples qu'on a utilisés. Oui, bah du coup pour rebondir sur ça, effectivement, voilà, moi justement, hein, l'idée, c'est je travaille beaucoup sur syndicalisme résidentiel et familial, mais aussi évidemment sur syndicalisme professionnel, et évidemment pendant tout un temps, c'est quand même un syndicalisme qui est très majoritairement dominé par des hommes, mais où justement il y a des femmes qui élaborent tout un tas de trucs, hein. Je pense notamment à la CGT ou à la CFDT des années 70, 80, 90, même jusqu'à aujourd'hui, que je connais quand même assez bien, oui. De fait, tout ça, et l'idée de base, hein, c'était effectivement de revoir aussi justement sur cette place des femmes dans les mouvements sociaux et leur invisibilisation. Après, on a défini quelques exemples en particulier, mais par exemple, hein, ce qu'on a vu dernièrement autour de la contre-réforme des retraites, le Rével, on a une montée en puissance depuis les années 2000, on a une accumulation de contre-réforme des retraites depuis le début des années 2000, et à l'intérieur de ces mobilisations, on a une montée en puissance de la revendication féministe qui s'opère, ce qui fait qu'on en arrive à la situation de l'année dernière où on était dans une contestation de la réforme des retraites qui était éminemment féministe, qui a été réappropriée d'ailleurs par les femmes, mais aussi par les minorités de genre, hein, qui sont organisées dans des groupes contre cette réforme des retraites, et où la revendication féministe saturait le débat médiatique, saturait justement toutes les discussions politiques qu'il pouvait y avoir, et saturait aussi les espaces des manifestations, hein, où on a eu, je sais plus, j'avais les chiffres l'année dernière, mais là j'ai oublié, mais des rassemblements, hein, une multiplication par 3 du nombre de rassemblements aux alentours, enfin autour du 8 mars dans les villes de France, dans le contexte de cette mobilisation contre cette réforme. Donc je suis totalement d'accord avec cette idée. Simplement pour dire oui sur la question des chercheuses latino-américaines, je suis vraiment d'accord, d'autant que voilà la dynamique de la grève féministe, si elle est portée, si elle a aussi, s'il y a ce souffle-là, c'est bien parce que ça a été très largement porté, notamment en Argentine, mais pas que. Hein. On voit très bien d'ailleurs la flash mob Las Tesis qui reprend les thèses de Rita Segato, qui est une chercheuse latino-américaine très importante, et qui montre bien qu'il y a cette articulation entre le développement, le redéploiement de cette contestation féministe, et aussi du coup la recherche qui se fait en études de genre, hein, à l'échelle internationale. Donc oui, bien sûr, hein, j'invite aussi d'ailleurs à lire La puissance féministe de Véronica Gago, qui revient sur tout ce processus de la construction de la grève, qui reprend et qui réanalyse d'ailleurs Rosa Luxembourg à l'aune de cette perspective de la grève féministe, qui est absolument, qui est un livre très très chouette. Désolée, effectivement, je suis totalement d'accord. Et alors sur la question des tricoteuses, alors je crois que Ludivine va peut-être davantage répondre. Moi, j'ai pas assez d'éléments, mais juste pour dire le truc auquel ça me fait penser. Tout à l'heure, je parlais d'invisibilisation des femmes dans les luttes et de déni d'antériorité, mais en fait, quand elles apparaissent, c'est soit justement des violentes pétroleuses, tricoteuses, qui sont auxquelles on peut pas vraiment s'identifier en fait, hein, qui sont dépeintes comme des hystériques violentes, soit des petites. C'est-à-dire les suffragettes, les munitionnettes, où on ajoute des suffixes, ou les filles de, hein, si en fait on accumule tous les petits mots qu'on utilise, qui sont en réalité à peu près toujours les mêmes quand même, il faut bien le dire, c'est qu'on a ces deux tendances-là, soit la violence, soit la petitesse paternaliste, hein, qui est liée évidemment au patriarcat. Merci pour ces questions, témoignages, remarques et critiques. C'est vrai, peut-être on s'est mal fait comprendre alors, parce que moi j'avais pas du tout la volonté, pas plus me semble-t-il que Fanny ou Agathe, de ne se focaliser que sur les luttes féministes au sens strict. En fait, l'idée c'était
d'insister sur la présence des femmes, y compris dans des mouvements qui sont plus généraux, et ce qu'elles vont apporter en tant que telles. Voilà, c'était ça quand même, étant donné qu'on avait en effet qu'une heure. Bon. Et donc, à cet égard, je voudrais revenir sur 2 exemples, puisque des questions ont été posées en ce sens. Donc, pour aller dans le prolongement de ce qu'ont dit Agathe et à l'instant Fanny, sur ce que vous avez dit à propos de la Révolution française. Moi, je suis vraiment d'accord avec une chose, c'est qu'en effet, les journées des 5 et 6 octobre 1789, elles sont décisives, et absolument d'accord pour dire que finalement, elles sont sans doute encore plus importantes que le 14 juillet 1789, à cette réserve près qu'il y a eu des morts. Le 6 octobre 1789, il y a eu 2 morts parmi les gardes suisses, en fait, voilà, et dont les têtes se sont retrouvées au bout d'une pique. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces femmes des Halles, ces dames de la Halle, qui sont allées à Versailles, y compris avec des canons, etc. Enfin, elles avaient l'habitude d'aller à Versailles. Elles existaient, enfin, cette présence-là. Elles préexistaient à la Révolution française. Elles avaient l'habitude, bravo, il doit se passer quelque chose de formidable de l'autre côté. Elles avaient l'habitude d'aller à Versailles parce qu'elles étaient reçues par le roi, notamment annuellement, etc. Et elles lui devaient une certaine obéissance, allégeance, et en échange de laquelle le roi leur assurait une sorte de protection. Donc ils étaient en quelque sorte des représentants du peuple. Et là, elles ont complètement subverti cette habitude qu'elles avaient d'aller à Versailles, parce que cette fois, c'est elles qui étaient dominantes complètement dans le processus. Et en fait, la présence des femmes dans la Révolution française, elle va bien au-delà des journées des 5 et 6 octobre 1789, et bien au-delà de certaines individualités dont on parle sans cesse, comme Olympe de Gouges, ou Théroigne de Méricourt, qui a joué un rôle très important pour dire, en fait, les femmes, elles doivent avoir exactement les mêmes droits, le droit de s'armer, le droit de voter, le droit de participer. Il y a eu énormément de femmes, en effet, qui ont participé à la Révolution française, dont ces femmes tricoteuses. Et à vrai dire, pardon, mais je ne sais pas pourquoi vous les appelez les tricoteuses de Robespierre, parce qu'en fait, c'est encore une manière de les associer à un homme, à une figure de dirigeant, révolutionnaire. On les appelle pas on les appelle pas les tricoteuses de Robespierre. Ce sont les tricoteuses. Pourquoi ? Parce que, et d'ailleurs, c'est pas Robespierre, hein, c'est dès 1789, 1790. Donc là, il n'est pas encore question du rôle singulier de Robespierre et du Comité de salut public bien plus tard, en 93. Non, ce sont des femmes qui continuent justement de leur travail, y compris leur travail productif, en allant participer aux assemblées, mais avec leur tricot. Et donc, voilà, ce sont des femmes qui ont à toute force participé, monsieur, à ces assemblées révolutionnaires. Donc, je pense que voilà, il faut pas forcément les réduire à une association avec un dirigeant révolutionnaire. Et le deuxième exemple que je voulais citer, et sur lequel Fanny a aussi beaucoup réfléchi, c'est celui des Gilets jaunes en articulation avec les luttes féministes d'Amérique latine. Parce que pareil, hein, pour répondre à la question ou la critique qui nous a été faite et que je comprends tout à fait, les Gilets jaunes, évidemment, c'est pas un mouvement de femmes ou c'est pas un mouvement féministe, mais comme l'a rappelé Fanny, leur présence, la présence des femmes et une pratique de femmes en tant que telles, qui réfléchit à leur rôle en tant que telles, a été très forte. Et en particulier, certaines ont repris un slogan qui est très fort dans l'écoféminisme, notamment latino-américain, c'est « ni la terre, ni les femmes ne sont des territoires de conquête ». Et ça, on l'a vu apparaître sur les Gilets jaunes. Ça ne fait pas une généralité sur le mouvement des Gilets jaunes, évidemment, qui était très hétérogène, etc. Mais j'ai trouvé que cette réappropriation-là et cette défense-là, cette idée que, voilà, en effet, on marque aussi l'idée qu'il faut rejeter cette réappropriation et des femmes et de la terre dans une perspective de colonisation et d'exploitation du corps des femmes et de la terre elle-même, était très forte dans un secteur, dans un pan du mouvement des Gilets jaunes. On va devoir s'arrêter parce qu'il est 19h et surtout parce que Fanny doit partir en dédicace de son livre dont vous a parlé. Vous avez entendu sans doute que le stand du livre est fermé à cause du vent
qui est en train de faire voler mes feuilles. Et donc, si vous le souhaitez, il y a une séance de dédicace qui a lieu à l'intérieur du Palais des Congrès, dans je ne sais pas quelle salle, mais vous allez trouver. Donc, on doit absolument s'arrêter maintenant. Mais en tout cas, nous, avec Ludivine, on reste un peu si vous voulez discuter. Merci beaucoup pour vos remarques, questions et votre attention.